Alors, on a fait venir des experts Job IRL. Job IRL, vous le savez, c'est notre partenaire qui, chaque mois, nous apporte 2 experts sur un beau point de vue qui, chaque mois aussi, essaye, et même chaque jour, je le dis car Christelle Mélégénin de Job IRL nous regarde, chaque jour fait en sorte que ce soit eux, le premier réseau social d'insertion professionnelle, de faire le lien entre les professionnels et vous, les étudiants, les élèves, les lycéens, pour que vous connaissiez mieux les métiers. Alors, on a fait venir aujourd'hui 2 expertes de l'industrie. Oui, messieurs, j'ai bien dit 2 expertes, ça fait plaisir. Nous avons avec nous sur le plateau Najla Sayed, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe au responsable de département réseau chez GRT Gaz. C'est ça. Donc, on est dans l'industrie du gaz, Oui. clairement, là, c'est dit dans le nom. Et à côté de vous, il y a Audrey Sortel. Vous êtes technicienne supérieure maintenance aéronautique chez Air France. Oui. 2 secteurs très différents, l'énergie, les transports, qui font partie d'un même secteur, l'industrie. On va en discuter tous ensemble pendant un petit peu plus de 20 minutes pour voir ensemble qu'est-ce que c'est ces métiers finalement. À vous la parole, c'est votre espace, c'est votre temps. Vous allez mettre tout ce que vous voulez comme question pour savoir ce que c'est l'industrie, soit sous la vidéo, avec le petit espace qui vous est mis en dessous. Regardez, juste en dessous, là, c'est pour vous. Vous mettez vos questions avec votre pseudo, ou alors si vous êtes sur Twitter, vous envoyez avec le hashtag #chatindustrie. C'est simple. Et on commence avec une question très simple. Chacun votre définition. C'est quoi l'industrie? Ah, petite question piège. Pour vous, Najla, c'est quoi l'industrie? Pour moi, l'industrie, ça va être déjà technique. C'est technique. C'est-à-dire, voilà, Première déjà avoir chose. une base technique avec plus ou moins des installations particulières, assez complexes ou pas. Ça peut commencer par des petits équipements et plutôt après des assemblages aussi. Donc pour moi, l'industrie, c'est ce genre de métier-là, où on peut travailler vraiment de manière opérationnelle sur des équipements différents, assemblés ou petits. On est dans la construction de quelque chose, dans la mise en place de quelque chose? Oui, toujours. Donc c'est vraiment, soit on va avoir un but, chez nous c'est la livraison du gaz, mais ça peut être aussi de la production, ça peut être dans certains équipements pour le fonctionnement d'un matériel. Donc oui, il y a un but final qui est le fonctionnement. On a un but. Voilà. Clairement, quand on fait ce métier-là, on a un but pareil pour vous? Oui. L'industrie, c'est quoi? Allez. Moi, plutôt, je rajouterais moderne, technologie moderne, en perpétuelle progression avec les nouveaux systèmes. Et puis, pareil, en découverte aussi de tout ce qu'on apprend au fur et à mesure avec les nouvelles sciences. Donc ça évolue beaucoup, l'industrie. Vous avez dit efficace, en fait, ce serait même être Cartésien chaque aussi, jour plus efficace avec ce qu'on a, les matériaux qui nous sont livrés, Oui. faire en sorte qu'on rende service à l'utilisateur, qui peut être lambda comme il est professionnel. C'est ça l'industrie, c'est mettre en place les meilleurs moyens pour y arriver? Oui. Est-ce qu'on va dire ça? Ouais, Oui, on va dire le ça. plus rapidement Le possible, plus rapidement avec possible. la meilleure qualité. Et puis, C'est une manière efficace, quoi. C'est essayer d'atteindre une meilleure performance aussi. Et c'est ça, oui. Une innovation pour pouvoir atteindre le but, le meilleur moyen, avec le meilleur moyen. Alors pour vous, au quotidien, comment ça se traduit? Qu'est-ce que vous faites? Alors je l'ai dit pour vous, Najla, et je regarde parce qu'on ne sait jamais, hein, après on peut se faire piéger. Vous êtes adjointe au responsable de département réseau. Ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire que, là, on est dans le terme de l'exploitation de réseau. Donc, GRT Gaz, c'est une entreprise qui transporte le gaz naturel, donc avec des canalisations et des installations. Et donc, nous, en tant qu'exploitants, c'est comme ça qu'on se définit, on a en charge d'exploiter et de maintenir notre réseau et toutes nos installations. Donc, c'est des métiers opérationnels sur le terrain qui se chargent justement d'aller vérifier le fonctionnement des équipements et de surveiller tout ce qui va se passer autour des installations. Alors vous allez avoir des équipes à gérer, des matériaux à gérer? Alors moi, je suis plus au niveau des équipes à gérer. Effectivement, dans mon département, on a 6 secteurs d'exploitation qui sont répartis sur l'ouest de l'Île-de-France. Et donc des équipes qui sont, elles, responsables de réaliser tout le plan de maintenance des équipements. Que ce soit sur le préventif, le correctif, des travaux de remplacement pour obsolescence ou ce genre de choses. Alors est-ce qu'il faut être manager? Est-ce qu'il faut être technicien? Est-ce qu'il faut être les deux? Sur ce poste d'adjoint, on va dire un peu les deux. Ouais. Parce qu'il y a un responsable donc, qui est plus axé sur le management, mais en fait, on va dire qu'on se remplace, on doit se remplacer, donc on doit aussi être technique et manager. Donc voilà, il faut être un appui des équipes pour les aider sur la partie technique, sachant qu'ils en savent aussi beaucoup. Normalement, ils sont à niveau là-dessus. Voilà. Ouais. Et bien sûr, manager pour les aider, pour leur évolution, pour tout ça.
à la fois écouter leurs besoins, leurs envies, tout ça, mais en même temps redescendre l'information du haut, j'imagine, pour que ce soit opérationnel. Pour vous, Audrey, c'est les mêmes fonctions qui sont demandées quand on est dans l'aéronautique. Comment ça se passe pour vous? C'est quoi votre job au quotidien? Alors, moi, donc, je travaille sur les études de la maintenance aéronautique. En fait, je suis responsable long courrier Airbus de 3 flottes et surtout sur le secteur passager. Donc, je suis responsable de l'eau potable, la potabilité de l'eau, le fonctionnement de l'oxygène, le fonctionnement du refroidissement des galets, qui sont les petites cuisines du personnel navigant. D'accord. Et puis, je fais des études, voir si on a beaucoup de problèmes, si on met beaucoup de temps à les dépanner. J'aide aussi les mécaniciens sur des dépannages longs et compliqués. Et en fait, je réponds aussi à des questions pour le personnel navigant. Je suis représentante de la maintenance pour le personnel navigant. En fait, vos premiers interlocuteurs, du coup, ça va être les gens qui sont dans l'avion ou ceux qui les conçoivent? Moi, ce n'est pas ceux qui les conçoivent, c'est ceux qui les entretiennent pour qu'ils puissent voler en toute sécurité et puis qu'ils puissent voler le plus rapidement possible si jamais il y a une panne. Et surtout les personnes aussi qui l'utilisent, donc le personnel navigant, que ce soit les pilotes ou les hôtesses et les stewards, et les passagers pour qu'ils aient une meilleure qualité de vol. C'est assez complet finalement ce que vous faites toutes les deux, parce qu'on est dans l'industrie, mais on se rend compte que votre métier, non seulement il influe sur beaucoup de personnes, mais même en amont, il faut avoir écouté déjà beaucoup de personnes pour le mettre en place. Comment on gère finalement cet effet un petit peu double entonnoir, c'est-à-dire qu'on est au milieu d'une chaîne de production, c'est ça? On est dans une ligne temporelle où voilà, c'est là que j'agis à ce moment-là. Alors c'est vrai que oui, il y a une ligne temporelle, parce que de toute façon, nous, par exemple, notre maintenance, il est annuel. Donc déjà, on a un temps bien déterminé. Et c'est vrai qu'on est dans cette chaîne parce que voilà, il y a ce qui se fait en base, et ensuite il y a aussi les aléas. Donc les aléas à gérer. Il y a ce qu'on ne peut pas prévoir forcément. Il y a ce qu'on ne peut pas prévoir forcément. Même si tout est bien préparé. Voilà, il y a les défaillances et il y a même l'urgence aussi. Donc, ça peut arriver. Donc voilà, donc c'est vrai que du coup, nous, on est dans la maille entre les deux, donc on doit voir ce qui se passe au-dessus, ce qui se passe en dessous, et essayer de trouver la meilleure combinaison pour résoudre tous ces problèmes et bien planifier et réaliser notre plan de maintenance au mieux. Alors comment vous avez été préparé à tout ça? Parce qu'on le voit, vous interagissez avec plein de métiers, plein de natures. Comment vous êtes préparé à ça? Est-ce que vous avez fait chacune des études techniques ou des études un peu de management, puisque vous avez dit que ça faisait aussi partie de la chose? Vous, quel est votre parcours par exemple? Moi, j'ai fait un bac STI. Et donc en fait, je savais déjà que je voulais travailler dans l'aéronautique. Je cherchais le métier le plus proche. Donc j'ai visé mécanicienne aéro, mais je ne me suis quand même pas fermée de porte. Au départ, j'ai fait un bac STI. Et c'était après, plus pratique pour vous d'y accéder ensuite via ce bac? Si jamais, moi sur le départ, si jamais je voulais continuer des études supérieures, ça ne me fermait pas de porte. Après, j'ai découvert le bac pro aéro qu'on pouvait faire en 1 an quand on avait déjà un bac. D'accord. Donc gain de temps, vous vous êtes dit, je préfère. Et de toute façon, qui est nécessaire parce qu'il faut un diplôme aéronautique pour pouvoir être mécanicien sur avion. Si on veut commencer dans ce secteur-là, voilà, il faut avoir les bases. Et après, j'ai encore fait une année pour turboréacteur pour pouvoir avoir ma licence de mécanicienne et travailler sur avion, en piste, et donner des approbations de remise en service de l'avion. Parce que le mécanicien est décideur de l'état de l'avion, s'il peut repartir ou pas. D'accord. C'est lui seul qui décide. Donc il faut pouvoir avoir les compétences et la réactivité pour que l'avion puisse partir le plus vite possible. Et après, donc, j'ai travaillé 7 ans en tant que mécanicienne et j'ai continué sur un BTS, toujours avec la même école qui est Vilgenis, c'est les CFA des métiers de l'aérien qui m'ont formée. D'accord. Et depuis, donc, maintenant, je suis technicienne supérieure. Et avec le recul et l'expérience que j'ai acquis, je suis capable de m'occuper vraiment des flottes, mais avec beaucoup plus de recul. Le mécanicien, il va réagir tout de suite sur une panne, tandis que moi, je vais voir le calcul de toutes les pannes qu'on a eues, voir s'il y a des déviances d'équipement pour les remplacer plus tôt. On peut voir en amont ce qui peut-être n'ira pas. Voilà, c'est ça. Vous avez dit que vous avez fait des études, vous avez travaillé et vous avez repris en BTS, c'est ça? Oui, c'est ça, en alternance. Ça se fait souvent dans l'industrie ou c'est un choix que vous avez opéré? Nous, c'est avec l'aéronautique, c'est obligatoire. En fait, on a la réglementation aérienne française
et aéronautique qui fait qu'on a des examens à passer régulièrement. Pour être à jour, ça change, vous l'avez dit, fait, ça évolue. Oui, les avions, 10 ans d'écart, sont des générations complètement différentes. En fait, on passe maintenant le 380, il a le Wi-Fi, les anciens, ils étaient que par satellite. Ça évolue beaucoup et après, avec le 787 qu'on aura normalement d'ici un an, c'est pareil, on va encore apprendre de nouvelles technologies. Donc il faut revenir à niveau, revenir finalement sur les bancs de l'école pour réapprendre le nouvel outil. Et c'est minimum des formations, même pour les mécaniciens, sur un nouvel avion de 3 mois. 3 mois avec, de refaire voilà, cette base. Pour vous, Najla, comment ça s'est passé? Vous avez fait quoi comme études? Alors, dès le début, on va dire. Dès le début, c'est pas si long que ça. J'ai commencé par un bac S. Et ensuite, j'ai fait une année de prépa et j'ai fait une formation d'ingénieur donc à l'école des mines de Douai. Au début, on ne sait pas trop vraiment ce que c'est un ingénieur. Bon. C'est très vague comme mot. Oui, c'est très vague. Mais bon, on sait qu'on veut faire de la technique et pourquoi pas après du management. Enfin, voilà, on sait que c'est à peu près ces domaines-là. J'étais intéressée par l'énergie, donc ça c'était dès le départ par contre, le domaine de l'énergie. Et puis c'est au fur et à mesure des stages où on commence à se rendre compte vraiment du milieu dans lequel on a envie de travailler. Et donc après, j'ai postulé chez GRT Gaz à la fin de mes études où j'ai été prise. Ensuite, donc c'est un diplôme d'ingénieur généraliste. Et ensuite, du coup, à GRT Gaz, j'ai commencé alors avec un poste un peu, on va dire, on pourrait dire, on sait qu'est-ce que c'est, ingénieur mouvement de gaz. Difficile à définir peut-être. Oui, ingénieur mouvement de gaz. Donc voilà, en fait, c'est au sein d'un dispatching, on va dire, d'un centre de surveillance régional. Et donc, c'est un ingénieur qui réalise des études sur la continuité d'alimentation, les réseaux, le transit, on va dire, et la surveillance des installations de manière globale. Parce que soit on le stocke, soit il bouge, le gaz. Voilà, c'est aussi simple que ça. On le transporte. Il faut qu'il arrive chez nous. C'est ça. Et il y a quand même un tas d'équipements à passer avant. Et voilà. Donc, j'ai commencé par ce poste-là. Après, un deuxième poste, on va dire, en ingénieur études confirmées dans le même département. Et ça fait bientôt 1 an et demi que là, je suis passée du coup côté exploitation qui m'a plu et je me suis dirigée plus ce métier parce que j'avais fait déjà une immersion sur le terrain lors de ma précédente expérience. Et c'est vrai que c'est ce système-là que j'aime bien aussi dans l'entreprise. C'est qu'on peut aller d'une direction à une autre par un système d'immersion pour essayer de voir ce qui peut nous intéresser et évoluer au sein, voilà, comme on le souhaite. Et avec l'éducation des RH et les managers, bien sûr. L'évolution, c'est un mot que vous utilisez tous les deux parce que vous êtes reformés, par exemple, on retourne sur les bancs de l'école pour changer de métier. Vous avez évolué au fur et à mesure aux effets des... C'est souvent le cas dans l'industrie, on évolue vite, on évolue régulièrement. Oui. C'est dû quoi? Au changement de, comme vous le disiez, des technologies ou par goût personnel? C'est aussi par rapport à l'adaptabilité de la boîte. Et puis après, moi, je pense que quand on veut un métier industriel comme ça, on a la capacité d'adaptation, ce qui fait qu'on peut aussi évoluer dans d'autres métiers qui ne sont pas forcément les nôtres au départ. Et il y a plein de branches, plein de métiers différents. La logistique, la qualité, les audits de qualité. Dans l'industrie, il y a vraiment plusieurs métiers. Alors, difficile de faire son choix pour chacune d'entre vous. Ça a été quoi le déclic? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous avez dit c'est l'aéronautique, c'est pour moi? Ah, l'aéronautique, mais moi j'avais mes 2 parents qui étaient déjà dans l'aéro. Ça a aidé, oui, ils vous en parlaient. Les avions qui volent, je veux dire, pour moi les faire voler, c'est ce qu'il y a de magique. Voilà. Et de là à en faire son métier vraiment, et se dire allez j'y vais jusqu'au bout, il faut peut-être un peu du courage aussi, c'est-à-dire c'est vrai que mes parents le font. Il faut savoir pourquoi. Mes parents faisaient par contre pas du tout un métier technique. Ma mère était plus dans le commerce et mon père opérationnel mais aiguilleur du ciel, donc c'était pas pareil du tout. Moi je suis dans un secteur de maintenance, c'était manuel déjà au départ. À la base, donc moi j'ai pas des parents qui m'ont appris à me servir forcément de mes mains, c'est venu de moi-même. Et moi, c'est vraiment avec ma formation que j'ai appris, parce que les femmes, on ne leur donne pas forcément des outils dès la naissance. C'est vrai. C'est vrai. Donc moi, j'ai vraiment appris sur le terrain. Et puis avec ma formation d'apprentissage, j'ai eu des maîtres d'apprentissage qui m'ont suivi des années entières, qui m'ont appris, qui m'ont donné les armes pour que j'y arrive toute seule. Et ce qui fait que aujourd'hui, j'y suis arrivée, mais c'est grâce à mon entreprise et ma formation. J'étais pas comme ça dès le départ. J'aimais les avions, mais je ne savais pas faire de la mécanique. Et soyons honnêtes, est-ce que ce n'est pas plus difficile pour les femmes dans l'industrie, parce que c'est quand même pas le secteur par essence où non seulement
les femmes sont attendues, mais même quand elles sont attendues, on sait qu'à l'étudiant, on le voit assez souvent tout au long de l'année, il y a parfois des freins, des autofreins de la part des femmes. Qu'est-ce qui fait que ça se féminise de plus en plus, que ça marche de mieux en mieux Vous le ressentez, vous, au quotidien, que c'est encore masculin, ce secteur, ou pas? Oui. Dites-moi tout. Moi, j'ai pas encore l'impression que ça se féminise. Peut-être plus il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un petit recul, en tout cas dans mon milieu. On a passé un cap il y a un moment, Oui. et puis ça n'a pas été suivi d'effets, de retour d'expérience peut-être? En fait, j'en vois plus dans des niveaux supérieurs au moins. Donc, il va y avoir des responsables d'entités, mais des personnes, des femmes qui vont être managers de production, d'équipe, chefs d'équipe, il n'y en a pas. Des super techniciens, parce que nous, on a des contrôleurs qui aident vraiment pour les dépannages dans le monde entier. Il y a beaucoup, enfin, il n'y a que des hommes. En fait, moi, je souhaiterais bien faire des métiers comme ça après, où je serais une des premières. Déjà, dans mon métier, je suis la seule, donc sur une centaine de personnes. Et quand j'étais mécanicienne, là où j'étais, donc moi, je travaillais sur Boeing avant, sur 120, j'étais la seule femme. Donc forcément, quand on est la seule femme, tout le monde nous connaît. Ouais. Donc quand tout le monde nous connaît, bah, si jamais on fait une erreur, tout le monde va le savoir. Ça se voit tout de suite. Ouais. Voilà, donc forcément, on n'a pas le droit à l'erreur. Et puis on doit encore plus... Enfin, pour moi, j'avais encore... Plus faire ses preuves? Oui, on doit faire ses preuves, prouver que c'est pas parce qu'on est une femme que ça change quelque chose. Et la réussite, c'est là où les personnes se rendent plus compte qu'on est une femme. Ils nous prennent là pour un collègue. Le jour où j'ai annoncé que j'étais enceinte, j'ai eu mes collègues qui m'ont regardée. Ah oui, c'est vrai, tu peux... Ah oui, c'est vrai, pardon. Tu peux avoir un enfant. Ça peut arriver, ça. Tu peux avoir un enfant. Et c'est là que je me suis dit, bah, mince, j'y suis arrivée. C'est que vous aviez fait oublier, effectivement, avant. Ouais. Voilà. Je vous ai vu, Najla, vous avez fait oh oui, c'est pas facile, effectivement, au quotidien. Alors, non, je pense que... Sans dire du mal des collègues, hein, bien évidemment. Non, mais en fait, sur ma position, c'est quand même un peu plus facile en tant qu'ingénieur parce que un peu plus quand même de femmes dans ces collèges-là. Mais c'est vrai que dans mes équipes d'exploitation, effectivement, voilà, quoi, dans mon département, on est 3 femmes au total, quoi. Donc, dans les équipes terrain, c'est très, très rare. Et c'est vrai qu'on aimerait en avoir plus. Moi, je dirais, ce qui m'a vraiment intéressée, c'est vraiment le manuel, quoi. Quand j'ai découvert les équipements, de savoir comment ça fonctionnait. Ça a été ça le déclic, cette envie de savoir, de décortiquer un peu l'équipement. Voilà, quoi. C'est ça qui m'a donné envie. Puis après, si la compétence est là, je pense que... En tout cas, dans mon entreprise, il y a moins de freins et je pense qu'au contraire, on essaye de favoriser cette féminisation, mais maintenant, on est encore au début. C'est encore difficile. Mais vous l'avez dit toutes les deux, vous étiez accompagnées par votre entreprise qui a été à l'écoute de vos besoins d'évolution, de formation et d'envie, tout simplement. Voilà, donc, allez, il y a encore de bonnes entreprises en France, on en profite. Est-ce qu'il faut faire globalement de longues études pour travailler dans l'industrie? Parce que vous avez fait ingénieur. Oui. C'est 4 ans, c'est 5 ans? Oui, 5 ans total. 5 ans, ouais. Vous avez fait donc le bac pro plus l'année de... mention complémentaire. Voilà, la mention complémentaire, ça fait 3 ans au total, si je ne dis pas de bêtises? 2 J'ai fait 2 ans, plus... oui, 2 ans. Plus le non, BTS, donc moi, les tout longues ça. études ne sont pas forcément nécessaires, puisque nous, on apprend en même temps notre travail, en même temps que le diplôme. Donc, sur le tas, on est mis en action? Plus on commence, mieux c'est. Après, on évolue et on peut toujours passer des diplômes au fur et à mesure. On a parlé, on a dit loin d'un gros mot avant de commencer cette émission, on a parlé de l'alternance. Vous êtes passé par là, par exemple? Vous avez connu ça? Non, je n'ai pas connu ça, mais par contre, j'ai eu un alternant déjà. Et on essaye à GRT4 de recruter beaucoup par l'alternance parce que, du niveau bac. Du niveau bac, bac pro, BTS, parce que c'est vrai que le métier du transport de gaz naturel, c'est comme l'aéronautique, c'est aussi assez spécifique. Et on n'y a pas de formation spécifique au métier. On peut passer 5 ans sur les bancs de l'école, quand on arrivera, on partira de zéro. Alors parce de zéro pas, parce qu'on aura quand même des compétences et les théories. Il y aura encore beaucoup à apprendre. Et donc c'est vrai que l'alternance, pour nous, c'est vraiment un très bon levier, et surtout sur les équipes d'exploitation. Et c'est vrai que on a même instauré un certificat de qualification professionnelle en 1 an. Donc, qui est au niveau minimum requis, c'est le bac. Et en fait, en 1 an, on est 1 semaine en centre de formation, soit à Lyon, soit à Nantes, enfin 1 semaine sur 4 mois, sur 1 mois, pardon. Et l'autre partie du mois en secteur d'exploitation, donc pour commencer dans l'exploitation pure sur le terrain.
Pour vous, le plus important, c'est l'expérience terrain, c'est ce qui Oui, fait en fait, tout de suite… C'est ça, et puis c'est aussi la transmission des compétences qu'il y a actuellement. Parce que certes, il y a la théorie qu'on a besoin, il y a aussi la formation, c'est important pour se développer aussi. Mais c'est vrai que transmettre les compétences, connaître les équipements, avoir le retour d'expérience de ceux qui font, de ceux qui l'ont fait chaque ouais. fois, c'est vraiment un enjeu très important. Et puis ça peut nous permettre, voilà, si on n'est pas très scolaire, si on n'aime pas beaucoup l'école, de se dire voilà, je fais mon bac et puis ensuite je peux être tout de suite un petit peu sur le terrain. Bon, il faudra accepter une petite dose d'école quand même de temps en temps, mais on est employé d'une entreprise quand on est alternant et ça fait du bien, ne serait-ce aussi qu'au porte-monnaie. Faut-il forcément passer par une école d'ingénieur? Non, la preuve. On a le profil ingénieur, on a le profil pas passer par une école d'ingénieur. Donc c'est au quotidien, dans vos entreprises, vous voyez les deux profils? Oui. Il y a de tout, ouais. Donc on n'est pas obligé, encore une fois, de faire les 5 ans d'études. C'est ça, l'évolution après est peut-être un peu plus longue, mais après ça dépend de son envie, quoi. Oui, mais elle est différente. C'est ça. Ah ouais. Moi, je ne regrette pas du tout d'avoir fait comme j'ai fait, en tout cas. Autrement, je n'aurais pas pu toucher les avions. Et là, le rêve d'adolescent aurait été brisé. Quels sont pour vous, dans vos secteurs, ou pas d'ailleurs, pas forcément dans vos secteurs, les métiers d'avenir pour l'industrie? Vous avez dit, ça évolue, ça change tous les 10 ans, il y a un nouveau modèle, faut se mettre au goût du jour. Qu'est-ce qui va arriver, que vous sentez déjà venir dans l'aéronautique, sur lequel il faudra être préparé? Est-ce que le digital, tout ça va jouer un rôle ou pas? Oui, bien sûr, il y a toutes les évolutions, Wi-Fi. En fait, on va encore, je pense qu'on est encore en train de faire des nouvelles choses, enfin des nouveaux messages de panne, de faire des études de corrélation mathématiques. On est en train de faire encore plus pour prévenir, mais c'est les débuts, donc après, je ne peux pas dire encore comment ça va. On voit les premiers indices, mais on ne sait pas dans quel sens ça va partir pour l'instant. On arrive à voir ça fait un peu comme de la métrologie en fait. Ça fait des oscilloscopes avec des messages qu'on a, des équipements qui marchent. Comme ça, on peut voir en fait, en faisant des études de corrélation, si l'équipement va bientôt commencer à perdre sa fiabilité. Et du coup, on va pouvoir on remplace les pièces avant qu'elles tombent en panne. Ça, c'est magique. Et plus ça va aller, avec les nouvelles générations, plus ce sera. Après, on a énormément maintenant de chargement de soft. En fait, c'est comme les codecs, on pourrait dire, des trucs comme ça, quoi. On a plus d'informatique dans les avions. Voilà, il y a de plus en plus, c'est des ordinateurs. Avant, on avait des calculateurs. Maintenant, c'est carrément des ordinateurs. Sur le 380, c'est des ordinateurs à part entière qui font les calculs, les commandes, on a quasiment, on n'a que de l'électricité. Je veux dire, un avion comme le 87, c'est tout en carbone, il n'y a quasiment pas d'aluminium. Donc la plasturgie, enfin, tout ce qui est matériaux composites, c'est devient de plus en plus important, alors qu'avant, on tapait encore avec un marteau et un jet pour faire dériver. Donc ça change. C'est fini l'avion de papa. Ah ouais, non, c'est vraiment, ça évolue et ça va encore évoluer. Pour plus de confort, de vitesse, d'efficacité de vol. C'est surtout pour moins de poids, je dirais, moins de consommation carburant. Et après le confort, oui, bien sûr, avec tout ce qui est Wi-Fi, on évolue au niveau des cabines, les vidéos évoluent. Enfin, il y a encore beaucoup de travail et on y est, on y travaille. Mais on le sent quand on est dans un bon avion, quand on a la chance d'avoir un bel avion de ces dernières années. Voilà, il y a du chemin qui a été parcouru. Pour vous, quelles sont les évolutions dans votre secteur qu'on peut prévoir? Alors actuellement, c'est vrai que c'est pas mal, enfin on parlait digital, et c'est vrai que les applications connectées se développent pas mal. On essaye aussi d'innover sur pas mal de sujets, que ce soit pour l'exploitation ou pour d'autres. Donc c'est vrai que je pense à la réalité augmentée, qui sert justement à, qui commence à dériver au niveau des exploitants. Bon, c'est encore en études, mais voilà, pour essayer d'aider on teste pour aider les exploitants, sur le terrain, sur les équipements, déchiffrer un peu les installations, voir dans quel état une installation est avec les connexions qui sont faites. Donc il y a pas mal de choses effectivement qui sont liées à cette question de connecter et d'outils qu'on peut emmener en plus pour simplifier un peu la vie des exploitants sur la maintenance. Il va y en avoir pour tous les goûts dans l'industrie, hein. C'est pas forcément hyper… Vous l'avez dit, vous êtes plutôt côté manuel, ça vous a intéressé de monter, démonter les choses, c'est ce qui vous a été le déclic. Mais maintenant, on peut arriver en se disant, moi j'aime bien les ordis, et puis on avance quand même dans le secteur. C'est ça qui est assez sympa. Est-ce qu'il faut être forcément manuel d'ailleurs? C'est une question qui nous est arrivée. Est-ce qu'aujourd'hui, on est obligé quand même d'être manuel ou on peut s'épargner tout ça?
plutôt non pour vous. Enfin, ça dépend. Après, il faut avoir le raisonnement qui va avec quand même. Même si on n'est pas manuel, il faut se dire, voilà, oui, moi je vais travailler avec des gens qui vont l'être et il faut Oui. que je puisse interagir avec eux. Après, ça dépend du secteur, parce qu'on a une industrie, mais bien sûr, il y a des fonctions à côté qui sont au service du métier, enfin peut-être pas au service du métier, mais voilà, qui sont en support. Et donc, du coup, on peut travailler dans une entreprise qui est industrielle, qui son support et son cœur de métier est industriel, mais derrière, on peut faire plein d'autres choses qui sont à côté. On va essayer de résumer un bon profil pour travailler dans l'industrie. Je vais vous demander, allez, en 2-3 mots pour vous, quelles sont les qualités à avoir quand on veut travailler dans l'industrie. Curiosité. Curiosité. Rigueur. Rigueur, oulala, sinon l'avion il ne va pas voler. Après, qualité, mais ça va avec la rigueur. Ouais. Tout découle, si on est curieux et rigoureux, tout suivra. Oui, c'est ça. Pour vous, Najla? Moi, je dirais, j'ajouterais quand même l'adaptation quand même. Parce Ouais. qu'il y a beaucoup Elle parlait d'innovation. Elle parlait d'innovation et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent et il faut rester assez souple. Et la réactivité. Ouais. Parce que tout évolue. Tout évolue, oui. Et c'est possible aussi pour nos petits amis internautes qui nous regardent et qui se disent tiens, si je me lance dans l'industrie, on entend souvent dire que c'est plus forcément un secteur qui recrute, mais il évolue finalement, vous l'avez dit, il y a les nouvelles technologies qui arrivent, il change, il est en pleine mutation ce secteur, c'est juste plus l'industrie des années 60-70 qui avait beau être lourde, hein, mais là vous l'avez dit, on essaye effectivement de construire, en même temps que ce soit écologique. Ça c'est nouveau, c'est pas mal finalement. Ouais, je vous remercie toutes les deux d'avoir répondu aux questions sur l'étudiant.fr. Si on veut continuer à vous poser des questions parce qu'on est passionné par l'industrie ou qu'on n'a pas eu le temps ou qu'on est timide, il y a un autre moyen, JobURL. Vous êtes toutes les deux membres de ce réseau. Vous créez votre petit profil sur JobURL. Vous pouvez poser vos questions et vous allez leur répondre dans la semaine. Voilà, parce que ce n'est pas forcément tous les jours. On ne voit pas forcément comme un réseau social. On se connecte, on ne répond pas tout de suite, mais il y a moyen d'échanger. Vous pouvez en dire un peu plus sur vos métiers. La semaine de l'industrie, on ne l'oublie pas. On peut rencontrer finalement des entreprises. Il y a des journées portes ouvertes. On peut rencontrer les écoles. C'est bien aussi. Et puis, si vous avez besoin de plus d'infos sur l'industrie, il y a aussi l'étudiant.fr, il y a des fiches, il y a des métiers, des fiches formation, il y a tout ce qu'il faut. Un nouveau site qui est tout beau, vous allez voir, il est formidable. Merci à toutes les deux d'avoir partagé votre expérience sur l'industrie. Nous, on se retrouve très vite sur l'étudiant.fr. Ciao!